Regardez-moi cette personne marginale qui essaie de se faufiler en première classe par l'arnaque. L'agent Stéphane Mercier arracha la carte d'embarquement des mains manucurées de la femme, l'agitant en l'air comme une pièce à conviction. Faux billet, carte de crédit volée, probablement une fraude aux allocations sociales en plus. La mâchoire de la juge Valérie Moreau se crispa lorsque Mercier la projeta brutalement contre le comptoir d'enregistrement. Son anneau de l'École nationale de la magistrature, ENM, capta les lumières du terminal tandis que ses mains se pressaient contre le marbre froid et impersonnel. « Vous allez me la fouiller au corps, celle-là » aboya Mercier à sa collègue, assez fort pour que toute la zone d'embarquement l'entende. « Vérifiez chaque poche. Ces gens-là cachent du liquide partout. » Les passagers sortirent leur téléphone. Un homme d'affaires commença une diffusion en direct. Une étudiante lança un enregistrement sur TikTok. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la personne marginale, que Mercier était en train d'humilier avait envoyé plus de criminels en prison que quiconque dans la région parisienne. Ce que Mercier ne savait pas, c'est que sa carrière serait terminée dans exactement 43 minutes. Les menottes sortirent, les caméras tournèrent, et la France s'apprêtait à voir la justice se faire arrêter. 4 heures plus tôt, la juge Valérie Moreau avait embrassé son mari, Nicolas, pour lui dire au revoir dans l'allée de leur maison de campagne en Provence. Leur fille de 16 ans, Manon, était déjà au lycée, et Léo, 14 ans, finissait son petit déjeuner. « Bon voyage, mon amour », avait dit Nicolas, en ajustant son blazer bleu marine. « Va changer le monde aujourd'hui. » Valérie sourit. Après 20 ans au siège de la cour d'appel, elle sentait encore le poids de cette responsabilité. La conférence judiciaire d'aujourd'hui à Paris déterminerait la politique des droits civiques pour la prochaine décennie. Sa voix comptait. Le trajet jusqu'à l'aéroport de Toulouse-Blagnac prit 35 minutes dans le trafic matinal. Valérie examinait des dossiers sur sa tablette, se préparant aux discussions de la conférence. Le précédent de l'arrêt de la Cour de cassation pourrait remodeler le droit de la discrimination si les magistrats votaient correctement. Son téléphone vibra avec une notification LinkedIn. 47 nouvelles demandes de connexion depuis sa décision d'il y a 2 semaines. L'affaire Air France avait fait les gros titres nationaux. 12 millions d'euros de dommages et intérêts pour discrimination systématique envers des passagers noirs. L'industrie aérienne était furieuse. Valérie se gara dans le parking des dirigeants et franchit les portes vitrées coulissantes à 5h45. Le terminal bourdonnait de voyageurs d'affaires matinaux. Les cafés ouvraient. Les agents d'embarquement se préparaient pour la cohue du matin. Au comptoir d'enregistrement Air France, l'agente Chloé Martin sourit professionnellement. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ? J'aimerais confirmer l'attribution de mon siège pour le vol AF 1247 à destination de Paris-Orly, dit Valérie, en tendant sa pièce d'identité et sa carte d'embarquement imprimée. Les doigts de Chloé se déplacèrent sur son clavier. Son sourire vacilla légèrement. Un drapeau rouge apparut sur son écran. Examen manuel requis. Contactez le superviseur. Je suis désolé, il semble y avoir un problème système avec votre réservation. Laissez-moi appeler mon superviseur. Valérie vérifia sa montre. Largement le temps avant son départ de 8h30. Bien sûr, prenez votre temps. Chloé s'éloigna, parlant à voix basse dans sa radio. De l'autre côté du terminal, le superviseur de la PAF Stéphane Mercier terminait son briefing matinal avec 3 agents. Son écran d'ordinateur affichait une alerte. Protocole de contrôle renforcé. Cible, Moreau, Valérie. Mercier avait reçu l'appel à 6h05 d'un numéro masqué. La voix était professionnelle, corporative. La réservation Moreau nécessite une attention particulière. Gérez ça discrètement, mais assurez-vous qu'elle comprenne les conséquences des décisions militantes. 5 000 € étaient apparus sur le compte personnel de Mercier la veille au soir. Son divorce coûtait cher. Ses cartes de crédit étaient au maximum. L'argent résolvait les problèmes. Mercier rassembla les agents Rémi Dubois, Lucas Girard et Hugo Lefebvre. Nous avons une situation qui se développe à la porte à 7. Possible cas de fraude. Je veux que tout soit enregistré pour les preuves. Les agents ajustèrent leurs caméras piétons. Les caméras de sécurité furent repositionnées pour des angles optimaux. Tout devait paraître routinier, procédural, justifié. Chloé revint au comptoir où Valérie attendait patiemment, parcourant ses emails sur son téléphone.
L'ordre du jour de la conférence judiciaire était chargé. Session matinale sur les directives de détermination des peines. Discussion de l'après-midi sur les mesures de responsabilité des entreprises. Madame, mon superviseur doit vous parler au sujet de votre réservation, dit Chloé, la voix légèrement tendue. Valérie leva les yeux de son téléphone. Y a-t-il un problème avec ma réservation? Il vous expliquera tout. Mercier approcha de l'autre côté du terminal, sa radio crépitant de communication coordonnée. Il avait étudié le dossier. Juge de la cour d'appel, décision récente contre Air France, cible parfaite pour une leçon sur les conséquences. D'autres passagers commencèrent à remarquer la convergence du personnel. Un homme d'affaires leva les yeux de son ordinateur portable. Une étudiante interrompit son défilement sur TikTok. Une enseignante âgée termina son café et observa. La main de Mercier se déplaça vers ses menottes alors qu'il se rapprochait. La cohue du matin s'intensifiait. Plus de témoins signifiaient de meilleures images. De meilleures images signifiaient un message plus clair. Ce que Mercier ne réalisait pas, c'est que la juge Valérie Moreau avait passé 2 décennies à étudier exactement ce genre de violation des droits civiques. Elle connaissait la loi mieux qu'il ne connaissait son propre numéro de matricule. La confrontation était sur le point de commencer. Le superviseur de la PAF Stéphane Mercier se pavanait vers le comptoir Air France comme s'il possédait l'aéroport. Ses bottes résonnaient contre le sol poli tandis que les passagers s'écartaient instinctivement de son chemin. Derrière lui, 3 agents suivaient en formation. « Madame, éloignez-vous du comptoir », ordonna Mercier, sa voix portant à travers la zone d'embarquement. « Nous devons discuter de votre réservation frauduleuse. » La juge Valérie Moreau leva calmement les yeux de son téléphone. « Je vous demande pardon, frauduleuse ?» Mercier claqua sa carte d'embarquement imprimée sur le comptoir en marbre. Ce billet a été acheté avec une carte de crédit volée. Notre système de détection de fraude l'a signalé immédiatement. Agent, il doit y avoir une erreur. La voix de Valérie resta mesurée, professionnelle. J'ai acheté ce billet hier avec ma carte American Express personnelle. Je peux vous montrer mon application bancaire à l'instant. N'importe qui peut falsifier une application bancaire, ricana Mercier en se rapprochant. Ce que je veux savoir, c'est comment vous avez eu l'argent pour la première classe en premier lieu. La question flotta dans l'air comme une gifle. Les passagers à proximité commencèrent à ralentir leur marche, sentant le drame. Un homme d'affaires sortit son téléphone. Une étudiante commença à enregistrer. « Excusez-moi. » Le sang-froid de Valérie vacilla légèrement. Mercier sourit. Il avait trouvé le point de pression. « Question simple, madame. Quel est votre travail? Comment vous payez-vous un billet d'avion à 1 500 €? Je ne vois pas en quoi mon emploi est pertinent pour mon voyage. C'est pertinent lorsque nous enquêtons sur une fraude à la carte bancaire. » Mercier fit un geste à ses agents. « Dubois, Lefebvre, je veux que vous sécurisiez la zone. Cette femme est sur le point de devenir non coopérative. » Plus de passagers s'arrêtèrent de marcher. Les téléphones sortirent. Une diffusion en direct commença avec 3 spectateurs qui passèrent rapidement à des douzaines. Valérie plongea la main dans sa mallette. « Agent, j'ai toute ma documentation ici. Relevé de carte de crédit, email de confirmation, tout ce dont vous avez besoin pour vérifier. Ne touchez à rien. » Aboya Mercier, sa main se déplaçant vers son arme. « Gardez vos mains où je peux les voir. » L'enseignante âgée, Monique Leroy, eut un hoquet audible. L'homme d'affaires tenait son téléphone plus haut. Enzo Duval ajusta son angle pour une meilleure vidéo TikTok. « Agent, j'essaie simplement de fournir la documentation que vous avez demandée, » dit Valérie, ses mains maintenant visibles et vides. Mercier se plaça derrière elle, lui bloquant le chemin vers la porte d'embarquement. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes dans une sorte de fraude aux allocations sociales. Ticket restaurant pendant la semaine. Vol en première classe le week-end. » Les mots frappèrent comme des coups physiques. Le souffle de Valérie se coupa. Les passagers se déplacèrent mal à l'aise. Le profilage racial devenait impossible à ignorer. « C'est complètement inapproprié, » dit fermement Valérie. « J'exige de parler à votre superviseur. »« Je suis le superviseur, ma petite dame. » Mercier sortit ses menottes, le métal captant les lumières du terminal.
Et vous êtes sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on essaie de frauder Air France. L'agente Chloé Martin regardait de derrière le comptoir, le visage pâle. Ce n'était pas la procédure standard. C'était tout autre chose. Mercier attrapa le poignet de Valérie. Vous avez le droit de garder le silence, ce qui est probablement la chose la plus intelligente qu'une personne comme vous puisse faire. Les menottes sortirent. La foule grossit. 15 téléphones enregistraient maintenant sous différents angles. Ce que Mercier ne pouvait pas voir, c'était l'anneau de l'École nationale de la magistrature au doigt de Valérie ou la carte professionnelle de magistrat dans sa mallette, ou les 20 ans d'expérience au tribunal qui allaient le transformer en accusé. La radio de Mercier crépita alors que des renforts arrivaient. Les agents Dubois, Girard et Lefebvre formèrent un demi-cercle autour de la juge Valérie Moreau, la piégeant contre le comptoir Air France. La cohue du matin ralentit à un rythme d'escargot alors que les passagers badaudaient devant le drame qui se déroulait. « Madame, retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos », ordonna Mercier, sa voix résonnant dans le terminal. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude à la carte bancaire et tentative de vol de service. » Valérie resta parfaitement immobile, sa formation judiciaire prenant le dessus malgré l'humiliation. « Agent Mercier, en vertu de quel article spécifique du Code pénal me détenez-vous ? Je n'ai connaissance d'aucune loi exigeant une vérification de revenus pour un voyage aérien intérieur. » Le visage de Mercier devint rouge. Personne ne remettait en question son autorité, surtout pas une femme prétentieuse essayant de voyager au-dessus de ses moyens. « N'essayez même pas de me faire la leçon sur le droit, madame. Je fais ce travail depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. » La foule se pressa plus près. L'homme d'affaires Stéphane Bernard commença à diffuser en direct à ses abonnés Instagram. « Vous voyez ça ? La PAF est sur le point d'arrêter cette femme professionnelle pour absolument rien. » Monique Leroy, une enseignante à la retraite de Marseille, tenait son iPhone stable en enregistrant. « C'est exactement ce qu'il nous faisait dans les années 60, marmonna-t-elle à la caméra. L'étudiant Enzo Duval ajusta son angle TikTok, chuchotant des commentaires. C'est du profilage racial pur et simple en direct de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Déjà 3000 spectateurs qui regardent. Mercier attrapa brusquement le bras de Valérie, ses doigts s'enfonçant dans son blazer. « J'ai dit, retournez-vous maintenant. » La voix de Valérie trancha le bruit avec une précision de rasoir. « Agent, vous violez actuellement mes droits fondamentaux contre les fouilles et saisies arbitraires. Vous n'avez aucune cause probable, aucun mandat, et aucune suspicion avouable d'activité criminelle. » La terminologie juridique prit Mercier au dépourvu. La plupart des gens qui l'harcelaient ne connaissaient pas le droit constitutionnel. « Comment connaissez-vous la cause probable ? » Je connais beaucoup de choses, agent Mercier, y compris le droit fédéral relatif aux violations des droits civiques par abus d'autorité. L'agent Girard se déplaça inconfortablement, chuchotant à son collègue, Lefebvre. Stéphane va beaucoup trop loin avec ça. Mercier ignora l'inquiétude de ses subordonnés. L'argent sur son compte disait « Fini le travail. Rends-le public. Rends-le humiliant. Fais passer le message. » Dubois, fouillez ses sacs, aboya Mercier. Ces gens cachent toujours de l'argent et de la drogue. L'agent Dubois hésita. Superviseur, n'avons-nous pas besoin de son consentement pour une fouille ? Nous avons une suspicion raisonnable de fraude. Fouillez ces maudits sacs. La mallette de Valérie fut vidée sur le comptoir. Des documents du tribunal se répandirent sur la surface de marbre. L'annuaire des anciens élèves de l'École nationale de la magistrature. Des médicaments sur ordonnance avec son nom clairement imprimé. Des photos de famille de ses enfants. « Regardez ça », dit Mercier à haute voix, brandissant ces documents du tribunal. De faux papiers du gouvernement, aussi. Cette femme dirige toute une opération d'usurpation d'identité. La foule haleta. Monique Leroy s'approcha avec son téléphone. Ça ressemble à de vrais documents de tribunal pour moi. Madame, reculez, lança Mercier à Monique. C'est une affaire de police officielle. Le TikTok d'Enzo Duval explosait de commentaires. C'est de la folie. Elle est clairement légitime. Poursuivez-les tous. C'est pour ça que je déteste prendre l'avion en étant noir. Mercier attrapa les poignets de Valérie, les forçant derrière son dos. Les menottes mordirent sa peau alors qu'il les serrait. Vous avez le droit de garder le silence,
ce qui est probablement la chose la plus intelligente qu'une personne comme vous ait jamais faite. La voix de Valérie resta ferme malgré la douleur. Agent Mercier, numéro de matricule 4471. Je vous notifie formellement que vous commettez une agression en vertu du droit fédéral. Ces actions sont enregistrées par de multiples témoins. Taisez-vous, siffla Mercier à son oreille. Vous croyez que parce que vous pouvez prononcer de grands mots, vous êtes meilleur que tout le monde? Vous n'êtes qu'une fraudeuse aux allocations se faisant passer pour une autre. L'insulte frappa comme un coup physique. Autour d'eux, les passagers reculèrent. Plusieurs commencèrent à crier des protestations. C'est mal, lança un homme d'affaires. Laissez-la partir, exigea Monique Leroy. La diffusion en direct de Stéphane Bernard avait atteint plus de 1000 spectateurs, les commentaires affluant plus vite qu'ils ne pouvaient les lire. Mercier poussa Valérie en avant, la paradant devant la foule grandissante comme un trophée. Voilà ce qui arrive quand on essaie de frauder les entreprises françaises. On se fiche de votre élégance ou du nombre de grands mots que vous connaissez. Valérie trébucha, mais garda sa dignité intacte. 20 ans au service de la justice l'avaient préparée à beaucoup de choses, mais pas à ce moment où le système auquel elle avait consacré sa vie se retournait contre elle. Circulez, les gens! Cria Mercier à la foule. Le spectacle est terminé. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Les vidéos étaient mises en ligne. Les hashtags se formaient. Et quelque part dans la foule, le téléphone de Valérie se synchronisait automatiquement avec le cloud, préservant tout pour la postérité. Les menottes se refermèrent avec finalité alors que Mercier les serrait autour des poignets de Valérie. Le métal froid mordit sa peau, mais sa voix resta stable comme de l'acier. Agent Mercier, numéro de matricule 4471. Vous venez de menotter la juge Valérie Moreau du tribunal de grande instance de Lyon. Mercier se figea en plein mouvement. Les mots flottèrent dans l'air du terminal comme une bombe attendant d'exploser. Vous êtes quoi, maintenant? La voix de Mercier se brisa légèrement. Valérie se tourna pour lui faire face directement, son autorité judiciaire tranchant à travers le chaos. Je suis une magistrate fédérale en exercice. J'ai présidé 3247 affaires. J'ai condamné 156 personnes à la prison fédérale. Il y a 2 semaines, j'ai statué contre Air France dans un procès pour discrimination de 12 millions d'euros. La foule éclata en halètements et en murmures choqués. Le TikTok d'Enzo Duval explosa avec des commentaires affluant plus vite que l'écran ne pouvait les afficher. Est-ce qu'elle vient de dire magistrate fédérale? Monique Leroy chuchota fort à la caméra de son téléphone. Ils viennent d'arrêter une magistrate fédérale. Les mains de Mercier commencèrent à trembler visiblement, la couleur quittant son visage alors que l'ampleur de son erreur s'abattait sur lui. Nous suivions juste le protocole. Le protocole? La voix de Valérie coupa comme un marteau de juge. Agent Mercier, il n'y a pas de protocole pour arrêter des magistrats fédéraux sur la base d'allégations frauduleuses. Ceci a été orchestré en représailles. La diffusion en direct de Stéphane Bernard sur Instagram atteignit plus de 2000 spectateurs. Oh mon Dieu, chuchota Théil dans son téléphone. Ce superviseur de la PAF vient d'arrêter une magistrate fédérale. Ça va être le plus grand procès de l'histoire. L'agent Girard s'éloigna de Mercier comme s'il était radioactif. Stéphane, putain, qu'est-ce que tu viens de faire? Les autres agents échangèrent des regards paniqués. Dubois attrapa sa radio pour appeler le superviseur de service. Lefebvre commença à reculer complètement de la scène. Valérie continua avec une précision glaciale, parlant directement aux caméras qu'elle savait en train d'enregistrer. Mesdames et messieurs, vous assistez à ce qui se passe lorsque l'argent des entreprises tente d'acheter l'intimidation judiciaire. L'agent Mercier a été payé pour m'humilier parce que j'ai statué contre Air France. La radio de Mercier tomba de ses doigts tremblants, cliquetant contre le sol du terminal. Dans quel pétrin je suis? Murmura-t-il à personne en particulier. Valérie le regarda directement, son autorité judiciaire pleinement libérée malgré les menottes. Agent Mercier, en 20 ans au siège de la cour d'appel, j'ai vu de nombreux accusés. Vous venez de devenir l'un d'eux. La foule se pressa plus près, les téléphones tenus haut, tout le monde voulant capturer ce moment historique de la justice confrontant la corruption. Monique Leroy se tourna vers sa caméra avec des larmes dans les yeux. Mes amis, j'ai vécu le mouvement des droits civiques et je le vois se reproduire ici même.
Une magistrate fédérale arrêtée pour voler en étant noir en 2025. Le TikTok d'Enzo Duval était devenu viral en temps réel. Les gars, cette vidéo a déjà 50 000 vues et ça ne fait que 5 minutes. Ce superviseur de la PAF vient de mettre fin à toute sa carrière devant la caméra. La superviseure Brox arriva en courant à travers le terminal, sa radio bourdonnant d'appels urgents du siège. Les vidéos étaient déjà en ligne. Les alertes d'actualité pilonnaient déjà les téléphones à travers la France. Valérie resta parfaitement composée, même menottée, sa voix portant le poids de 2 décennies au service de la justice. Cette arrestation n'était pas aléatoire. C'était une vengeance ciblée, et j'ai l'intention de le prouver. Mercier la fixa avec une terreur absolue, réalisant qu'il venait de commettre plusieurs crimes fédéraux contre l'une des personnes les plus puissantes du système juridique français. La révolution commençait déjà. Dans les 45 minutes suivant la mise en ligne de la vidéo TikTok d'Enzo Duval, le monde explosa. Les images de la magistrate fédérale Valérie Moreau menottée se répandirent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, enflammant les conversations de Paris à Amsterdam. La vidéo originale d'Enzo atteignit 100 000 vues dans la première heure. L'enregistrement Instagram de Monique Leroy atteignit 50 000 partages. La diffusion en direct de Stéphane Bernard avait été découpée et republiée sur Twitter où le hashtag Justice pour la juge Moreau grimpa à la 3e place des tendances nationales. Les commentaires furent brutaux et immédiats. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance au système. Une magistrate fédérale traitée comme une criminelle pour avoir volé en étant noire. Tous ceux qui partagent ça doivent voter aux élections locales. Au siège social d'Air France, au centre-ville de Paris, l'équipe de gestion de crise se réunit en session d'urgence. La directrice de la communication, Manon Martin, fixa son écran d'ordinateur avec horreur alors que le nombre de vues grimpait de manière exponentielle. Nous avons besoin d'une déclaration immédiatement, aboya le PDG Nicolas Dubois dans son téléphone. Et passez-moi notre équipe juridique maintenant. La première réponse de l'entreprise arriva à 7h23, publiée sur toutes les plateformes d'Air France. Air France prend toutes les préoccupations de ses clients très au sérieux. Nous enquêtons sur cet incident impliquant nos partenaires de sécurité et répondrons de manière appropriée. La réaction du public fut rapide et sans pitié. 47 000 tweets cités qualifièrent cela de « langue de bois ». Le hashtag boycott Air France commença à être tendance aux côtés de Justice pour la juge Moreau. Le cours de l'action d'Air France chuta de 2,3% dans les échanges de pré-marché. Au siège régional de la PAF, la directrice Valérie Durand répondait à des appels furieux de Paris tout en regardant la réputation de son agence s'effondrer en temps réel. Son communiqué de presse arriva à 7h45. La police aux frontières mène une enquête complète sur l'incident de ce matin. Tout le personnel impliqué a été placé en mise à pied conservatoire en attendant les résultats de l'enquête. En coulisses, la panique était absolue. Mercier, Brox et 3 autres agents furent suspendus immédiatement. Une formation de sensibilisation à l'échelle du département fut programmée. Les affaires internes ouvrirent une enquête. Des conseillers juridiques furent engagés. Pendant ce temps, la juge Moreau était assise dans le salon VIP de l'aéroport, entourée d'une équipe grandissante de conseillers. Son mari, Nicolas, avait pris le premier vol disponible depuis Nantes. L'avocate spécialisée dans les droits civiques, Sandrine Dubois, arrivait en voiture du centre-ville de Toulouse. Le spécialiste en communication, David Kim, rédigeait déjà des déclarations. À 8h30, la juge Moreau publia sa première réponse publique. Cet incident représente un problème systémique dans les forces de l'ordre et la responsabilité des entreprises en France. Bien que je poursuivrai tous les recours juridiques appropriés, ma plus grande préoccupation concerne les innombrables Français qui subissent une discrimination similaire sans le privilège de ma position ou de ma plateforme. La réponse de la communauté juridique fut immédiate et unifiée. Le syndicat de la magistrature publia une rare déclaration publique. Une attaque contre un membre de la magistrature est une attaque contre l'indépendance de tout notre système judiciaire. Nous soutenons la juge Moreau et exigeons une responsabilité totale. Les chaînes d'information se bousculèrent pour couvrir l'histoire en développement. Le bandeau d'information continu de BFM TV affichait « Magistrate fédérale arrêtée à l'aéroport dans une affaire de profilage racial présumé ». CNews contre-attaqua avec « Une juge militante dénonce une discrimination après un incident de sécurité à l'aéroport ». France Info le qualifia de « crise des droits civiques ». La polarisation fut immédiate et prévisible.
Les comptes de gauche partagèrent la vidéo avec indignation, le système judiciaire fait défaut aux siens. Les comptes de droite remirent en question le récit, la juge joue la carte de la victime. Mais la communauté juridique fut unanime dans sa condamnation. L'École nationale de la magistrature, ENM, l'alma mater de la juge Moreau, publia une déclaration en moins de 2 heures. Nous soutenons notre distinguée ancienne élève, la juge Moreau. Cette violation apparente des droits civiques exige une enquête et une responsabilité complète. Le Conseil national des barreaux, CNB, convoqua une réunion d'urgence de son bureau. La LICRA publia une déclaration exigeant une intervention fédérale. Les organisations juridiques à travers le pays commencèrent à coordonner leurs réponses, mais la preuve la plus accablante restait à venir. La journaliste d'investigation Chloé Dupont-du-Monde surveillait les scanners de la police lorsque l'incident éclata. Elle était déjà en train de récupérer des relevés téléphoniques, d'interviewer des témoins et de suivre la piste de l'argent. À 14 heures, Dupont publia sa première bombe. Le superviseur de la PAF Mercier avait reçu un mystérieux appel téléphonique à 6h05, quelques minutes seulement avant l'incident. L'appel provenait d'un numéro enregistré au nom de Stratégie Pinacle Communication, une société de conseil en entreprise spécialisée dans la gestion de la réputation. L'article de Chloé révélait que le billet de la juge Moreau était tout à fait légitime, vérifié par le propre service informatique d'Air France. Mercier avait 6 plaintes pour discrimination antérieure dans son dossier. L'alerte de fraude dans le système de la compagnie aérienne avait été déclenchée manuellement par quelqu'un avec un accès administrateur. Plus explosif encore, Mercier avait déposé 5 000 € en espèces sur son compte personnel la veille de l'incident. L'histoire n'était plus celle d'une arrestation à l'aéroport. C'était une histoire de corruption, de représailles et d'une conspiration massive pour intimider les magistrats fédéraux. À 18 h, les journaux du soir ouvraient avec l'histoire dans tout le pays. La juge Moreau n'était plus seulement une victime. Elle était le catalyseur de la révélation de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dangereux pour la démocratie française. 24 heures après l'arrestation, la journaliste d'investigation Chloé Dupont était assise dans son bureau du centre-ville de Paris, entourée de documents, de relevés téléphoniques et de 3 écrans d'ordinateur affichant la plus grande histoire de sa carrière. Les preuves étaient stupéfiantes, et elle dépeignait un tableau de corruption qui allait bien au-delà d'un superviseur de la PAF raciste. Les relevés téléphoniques étaient la preuve irréfutable. L'appel de Mercier à 6h05 provenait du 01 45 55 78 21, un numéro enregistré au nom de Stratégie Pinacle Communication. La source de Chloé à la compagnie de téléphone avait fourni la transcription complète de cette conversation de 4 minutes et 17 secondes. Oui, Mercier à l'appareil, commençait l'enregistrement. Vous voulez que je fasse quoi à qui? La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, corporative et froide. Juge Valérie Moreau, vol AF 1247 à destination de Paris-Orly. Rendez ça public. Rendez ça humiliant. Elle doit comprendre ce qui se passe quand les juges statuent contre nos clients. C'est une juge. C'est différent. L'argent aussi est différent. C'est 50 000 € de différent. 25 000 maintenant, 25 000 après. Considérez ça comme des honoraires de consultant pour les services de sécurité aéroportuaire. Chloé écouta l'enregistrement 3 fois, transcrivant chaque mot. Mercier avait vendu son insigne pour de l'argent, mais quelqu'un de beaucoup plus puissant avait signé le chèque. L'expert en criminalistique numérique Stéphane Petit, un ancien spécialiste en cybercriminalité de la police judiciaire, avait remonté la piste de l'argent à travers 3 sociétés écrans. Stratégie Pinacle Communication n'était que la partie émergée d'un iceberg qui comprenait Sécurité Aéroport Solutions SAS, groupe conseil exécutif et gestion des risques stratégiques. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire, expliqua Petit à Chloé par téléphone sécurisé. C'était une opération coordonnée avec de multiples positions de repli et une dénégation plausible intégrée à chaque niveau. Les dossiers financiers racontaient l'histoire complète. 2 semaines après la décision de la juge Moreau contre Air France, la compagnie aérienne avait versé à Stratégie Pinacle des honoraires de conseil de 4 millions d'euros. En 48 heures, l'argent avait commencé à affluer sur le compte de Mercier et de 4 autres employés de la PAF dans différents aéroports. Mais la conspiration était plus grande qu'Air France. L'enquête de Chloé avait découvert un schéma s'étendant sur 3 ans et impliquant des dizaines de magistrats fédéraux.
Le juge Jean Lefebvre en Californie avait été détenu de manière aléatoire pendant 6 heures à l'aéroport de Marseille-Provence après avoir statué contre une société pharmaceutique. La juge Marie Bernard au Texas avait fait face à un incident de sécurité similaire à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac suite à une décision de protection de l'environnement. Le fil conducteur était toujours le même. Stratégie Pinacle Communication et leur réseau de personnel aéroportuaire corrompu. La percée de Chloé est venue lorsqu'un email crypté est arrivé d'une source anonyme se faisant appeler fuite judiciaire. Le message contenait 2847 emails internes d'entreprise, 156 heures d'enregistrement de réunions de conseils d'administration et des relevés bancaires offshore montrant 47 millions d'euros de paiement sur 3 ans. L'email le plus accablant provenait directement du PDG de Stratégie Pinacle Communication, Nicolas Leclerc, au conseil d'administration d'Air France. Direction d'Air France, suite à notre discussion précédente concernant l'abus de pouvoir judiciaire de Moreau. Nous avons développé une solution évolutive qui répond à la préoccupation de gestion de la réputation tout en maintenant une distance juridique. Calendrier, 2 semaines. Investissement, 250 000 euros. Résultat, le problème devient une distraction pour de futures décisions défavorables aux compagnies aériennes. Recommandons le feu vert. La réponse du directeur des affaires juridiques d'Air France était tout aussi accablante. Procédez avec la solution discutée. Autorisation de paiement via un amendement au contrat de conseil. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune attribution directe. Le conseil s'attend à ce que ce problème soit résolu avant l'appel des résultats du T3. Chloé avait trouvé la trace écrite reliant les salles de conseil d'administration aux cellules de détention des aéroports, mais la portée était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. La source anonyme a fourni des preuves de l'opération responsabilité judiciaire, un programme de 47 millions d'euros conçu pour intimider les magistrats fédéraux dont les décisions affectaient les profits des entreprises. La liste des cibles comprenait 34 juges dans 12 régions. Les entreprises participantes se lisaient comme une liste du CAC 40, 8 grandes compagnies aériennes, 15 sociétés pharmaceutiques, 23 sous-traitants de la défense, 34 institutions financières. La juge Moreau avait été un cas test. S'il pouvait humilier une juge fédérale respectée sans conséquence, il pourrait intimider l'ensemble de la magistrature fédérale. Les preuves révélaient également la sophistication technologique de l'opération. Des campagnes de manipulation des réseaux sociaux utilisaient 847 000 faux comptes pour amplifier les récits négatifs sur les juges ciblés. Des équipes de montage vidéo professionnelles se tenaient prêtes à créer du contenu viral à partir des incidents aéroportuaires. Des équipes de harcèlement juridique coordonnaient des campagnes de pression soutenues durant des mois. Le téléphone de Chloé sonna alors qu'elle compilait les preuves. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro privé. Mademoiselle Dupont, ici l'agent de la PAF Lucas Girard. J'étais là lors de l'arrestation de Moreau. Je dois vous rencontrer immédiatement. L'agent Girard arriva au bureau de Chloé 1 heure plus tard, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Il portait un petit enregistreur numérique et un dossier manie épais de documents. Il menace ma famille maintenant, dit Girard sans préambule. Quelqu'un a suivi ma fille en rentrant de l'école hier, a laissé une note sur ma voiture disant que je devrais reconsidérer mon témoignage à la police judiciaire. Girard lança son enregistreur. La voix de Mercier emplit le bureau. La juge pense qu'elle est intouchable parce qu'elle porte une robe. Leclerc dit que nous devons apprendre à tous ces juges militants ce qui se passe quand ils coûtent de l'argent aux entreprises. Ce n'est que le début. Le dossier contenait des preuves d'opérations similaires dans 12 autres aéroports, des listes de 34 juges ciblés, des dossiers financiers montrant des paiements à 67 employés de la PAF à l'échelle nationale, des instructions pour maximiser le potentiel viral des vidéos de harcèlement. Mademoiselle Dupont, dit tranquillement Girard, ils ne ciblent pas seulement la juge Moreau. Ils essaient d'acheter tout le système judiciaire, et si nous ne les arrêtons pas maintenant, ils réussiront. Chloé regarda la montagne de preuves s'étalant sur son bureau. Enregistrement téléphonique, documents financiers, emails d'entreprise, témoignages, assez pour faire tomber une conspiration qui menaçait l'indépendance de la démocratie française. Sa deadline était dans 6 heures. Au matin, la France saurait que la justice elle-même était à vendre. 72 heures après que le scoop explosif de Chloé Dupont ait fait la une de tous les grands journaux, le monde de la juge Valérie Moreau devint un champ de bataille. Les forces corporatives qu'elle avait exposées ripostaient avec tout ce qu'elles avaient, et sa famille en payait le prix. Valérie se tenait dans sa cuisine à 6h47, regardant par la fenêtre les 47 camionnettes de presse alignées le long de la rue des Tilleuls comme une armée d'occupation.
Les pelouses parfaitement entretenues de ses voisins étaient détruites par les camions satellites et le matériel de tournage. Les joggeurs matinaux, qui passaient habituellement, étaient remplacés par des journalistes criant des questions à quiconque sortait de la maison. Son téléphone affichait 234 menaces de mort documentées arrivées pendant la nuit. La police judiciaire en avait classé 12 comme crédibles et spécifiques. Des gendarmes escortaient maintenant ses enfants à l'école dans des véhicules blindés, une réalité qui retournait l'estomac de Valérie. Chaque matin, la sonnette retentissait avec insistance. Valérie regarda à travers le judas pour voir un livreur tenant un grand bouquet de fleurs. Elle n'ouvrit pas la porte. La livraison de fleurs d'hier contenait une note disant « Les juges militants obtiennent ce qu'ils méritent », accompagnée d'une photo de ses enfants marchant vers l'école. Le téléphone sonna. La voix de la directrice, Margaret Foster, était tendue d'inquiétude. « Juge Moreau, nous avons dû mettre en place des procédures de confinement complètes. Quelqu'un a appelé pour une alerte à la bombe, mentionnant spécifiquement Manon et Léo par leur nom. Nous organisons temporairement la scolarisation à domicile pour leur sécurité. » Valérie ferma les yeux, sentant le poids de ce que sa quête de justice coûtait à sa famille. Elle avait envoyé des criminels en prison pendant 20 ans, mais elle n'avait jamais été la cible d'un harcèlement aussi coordonné. À l'étage, Manon, 16 ans, claqua la porte de sa chambre après avoir découvert que des pirates avaient publié de fausses photos nues d'elle en ligne. Les images avaient été partagées sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « La fille de la juge suit la tradition familiale de comportement criminel ». « Maman, je n'en peux plus », sanglota Manon lorsque Valérie frappa à sa porte. « Mes amis ont peur de me parler. Leurs parents leur disent de rester loin de notre famille. Pourquoi as-tu dû faire toute une histoire de ce stupide truc à l'aéroport ?» Léo, 14 ans, rentra une heure plus tard avec un œil au beurre noir et une chemise déchirée. 3 garçons plus âgés l'avaient coincé après le déjeuner, traitant sa mère de faiseuse de troubles racistes qui déteste la France et déteste la police. « J'ai essayé de te défendre, maman, » dit Léo tranquillement, en tenant une poche de glace sur son visage enflé. Mais ils étaient trop nombreux, et ils ont dit que leurs parents leur avaient dit que tu essayais de détruire le pays. Le mari de Valérie, Nicolas, rentra tôt de son entreprise de construction avec des nouvelles dévastatrices. 3 clients majeurs avaient annulé des contrats d'une valeur de 200 000 €, citant des préoccupations de réputation. Leur société de crédit immobilier avait appelé pour programmer un examen d'évaluation des risques malgré 15 ans de paiement parfait. Leur compagnie d'assurance réévaluait leur police suite à une analyse complète des menaces. « Valérie, nous sommes en train de nous vider financièrement », dit Nicolas alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, entourés de factures et d'avis d'annulation. « Rien que les frais de justice nous tuent. Les avocats d'Air France ont encore appelé aujourd'hui. Ils offrent 2 millions d'euros, tous frais de justice payés, des excuses publiques, tout est pardonné si tu acceptes d'avancer sans autre litige. » Valérie fixa l'offre de règlement sur la table. 2 millions d'euros résoudraient leurs problèmes financiers immédiatement. Cela mettrait fin aux menaces. Cela rendrait à ses enfants leur vie normale. À 2h17 du matin, Valérie était assise seule dans son bureau à domicile, entourée de dossiers de preuves et de photos de familles de temps plus heureux. 20 ans à construire une carrière juridique, à se battre pour la justice, à croire que le système pouvait fonctionner. Maintenant, ses propres enfants étaient des cibles parce qu'elle avait osé défier le pouvoir des entreprises. Elle prit son téléphone et fit défiler jusqu'au contact de l'équipe juridique d'Air France. Son pouce plana sur le numéro. Un appel téléphonique mettrait fin à ce cauchemar. Sa famille pourrait retrouver sa vie de banlieue paisible. Elle pourrait retourner dans son tribunal tranquille et ne plus jamais faire de vagues. Le texto était déjà rédigé. « Je suis prête à discuter des termes du règlement. » Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur envoyer, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Juge Moreau, ici l'agent Girard de la PAF. Je sais qu'il est tard, mais je devais vous appeler. » Agent Girard, comment avez-vous eu ce numéro? Juge, ils menacent ma famille maintenant aussi. Ils ont découvert que j'ai parlé à la police judiciaire. Ma fille, quelqu'un l'a suivie en rentrant de l'école aujourd'hui. Ils ont laissé une note disant que je devrais reconsidérer mon témoignage. Le doigt de Valérie s'éloigna du bouton d'envoi. Girard continua, la voix tremblante. Juge Moreau, j'ai autre chose. Des preuves que je n'ai pas encore données à la police judiciaire. Des enregistrements audio de toute la conspiration. Les noms de toutes les personnes impliquées.
Si je dois tomber, je veux que ça compte. Valérie regarda le texto de règlement sur son téléphone, puis le supprima complètement. Agent Girard, retrouvez-moi au bureau de mon avocate dans 2 heures, et apportez tout ce que vous avez. À 4h30 du matin, le bureau du SRPJ de Marseille ressemblait plus à un centre de commandement militaire qu'à un bâtiment gouvernemental. La juge Valérie Moreau était assise à une table de conférence polie, entourée de l'alliance qui allait soit sauver la démocratie française, soit tomber en combattant ensemble. L'agente spéciale de la police judiciaire Valérie Leroy étala les preuves sur la table comme une carte de guerre. L'agent Girard avait livré 48 minutes d'enregistrement audio qui allait remodeler toute l'affaire. L'expert en criminalistique numérique Stéphane Petit était penché sur 3 ordinateurs portables, suivant des pistes financières à travers des comptes offshore. L'avocate spécialisée dans les droits civiques Sandrine Dubois examinait des documents juridiques tandis que la journaliste d'investigation Chloé Dupont compilait les dernières pièces du puzzle. Mesdames et messieurs, commença l'agente Leroy, ce que nous avons ici est la plus grande attaque contre l'indépendance judiciaire de l'histoire française. Les enregistrements de l'agent Girard prouvent que cette conspiration va bien au-delà de ce que nous imaginions initialement. Girard appuya sur play sur son enregistreur numérique. La voix de Mercier emplit la salle de conférence sécurisée, mais cette fois, la conversation complète révéla la portée de l'opération responsabilité judiciaire. Oui, je comprends la situation Moreau, dit la voix enregistrée de Mercier. Rendez ça public. Rendez ça humiliant. Envoyez un message à chaque magistrat fédéral en France. Quoi? 34 juges sur la liste des cibles? Bon sang, vous ne plaisantez pas. La voix à l'autre bout appartenait à Nicolas Leclerc, le PDG de Stratégie Pinacle Communication. Mercier, il s'agit d'apprendre à toute la magistrature fédérale ce qui se passe quand il statue contre nos clients. La juge Moreau n'est que le cas test. Si nous pouvons humilier une juge fédérale respectée sans conséquence, nous pouvons contrôler les décisions judiciaires à l'échelle nationale. Stéphane Petit leva les yeux de ses écrans d'ordinateur. Les preuves financières corroborent tout ce qui se trouve dans ces enregistrements. Stratégie Pinacle Communication a reçu 47 millions d'euros sur 3 ans de 127 entreprises participantes. Compagnies aériennes, sociétés pharmaceutiques, sous-traitants de la défense, compagnies pétrolières, institutions financières. Ils ont littéralement essayé d'acheter la magistrature fédérale. Chloé Dupont avait travaillé ses sources toute la nuit. C'est encore pire, annonça-t-elle. J'ai confirmé des opérations similaires dans 12 autres aéroports. Le juge Jean Lefebvre en Californie, la juge Marie Bernard au Texas, le juge Samuel Johnson à New York, tous ciblés quelques semaines après avoir statué contre de grandes entreprises, tous harcelés dans des aéroports. Tous les incidents enregistrés et conçus pour devenir viraux. Le schéma était indubitable. Le monde des affaires français avait déclaré la guerre à l'indépendance judiciaire et ils avaient presque gagné. Le téléphone de l'agente Leroy vibra avec un message crypté. Nous venons d'obtenir la coopération d'une source inattendue, annonça-t-elle. Un collectif de hackers anonymes se faisant appeler Fuite Judiciaire surveille cette conspiration depuis des mois. Il publie des preuves supplémentaires coordonnées avec notre conférence de presse. Les nouvelles preuves étaient stupéfiantes. 2847 emails internes d'entreprises montrant la coordination de la conspiration. Des enregistrements de réunions de conseils d'administration de sociétés du CAC 40 discutant des campagnes de pression judiciaire. Des relevés bancaires offshore révélant 127 millions d'euros de paiement pour des opérations de harcèlement. Des réseaux de bots sur les réseaux sociaux utilisant 847 000 faux comptes pour amplifier les récits négatifs sur les juges ciblés. Mais la révélation la plus choquante vint du juge Jean Lefebvre, qui rejoignit la réunion via une vidéoconférence sécurisée depuis la Californie. Ils m'ont fait la même chose à l'aéroport de Marseille-Provence après que j'ai statué contre Pharmacorp, témoigna le juge Lefebvre. 6 heures de détention, humiliation publique, vidéo virale remettant en question mon intégrité. Je pensais que c'était une coïncidence jusqu'à ce que je voie le cas de la juge Moreau. J'ai aussi des enregistrements. Un par un, d'autres juges ciblés se manifestèrent. La juge Bernard du Texas apparut à l'écran, suivie du juge Johnson de New York. Chacun avait des histoires similaires de harcèlement à l'aéroport suite à des décisions défavorables aux entreprises. Chacun avait été trop isolé pour reconnaître le schéma. Nous ne traitons pas d'incidents individuels, réalisa l'agente Leroy. Nous traitons d'une attaque coordonnée contre l'ensemble de la magistrature fédérale.
La compilation des preuves était accablante. 847 pages de documents, 67 heures d'enregistrement audio, 234 relevés de transactions financières, 89 déclarations de témoins sous serment, 156 communications numériques corroborantes. Sandrine Dubois examina le cadre juridique. Nous pouvons engager des poursuites pour crimes en bande organisée contre toute la conspiration. Violation des droits civiques en vertu du droit fédéral. L'intimidation judiciaire est passible de peine de 20 ans. Infraction aux régulations du commerce. C'est du crime organisé ciblant le fondement de la démocratie française. Le téléphone de Chloé Dupont vibra avec des alertes de dernière minute. La diffusion coordonnée des preuves commençait. Les grands journaux à travers le pays publiaient des scoops simultanés. Le bandeau d'information continu de BFM TV affichait « Une enquête fédérale révèle que l'affaire de la juge Moreau fait partie d'une conspiration d'entreprises de plusieurs millions d'euros ». Le titre du Monde criait « Conspiration d'entreprises pour intimider les magistrats fédéraux exposés ». Libération déclarait « Complot de 47 millions d'euros pour acheter le harcèlement judiciaire révélé ». Même les Échos, généralement favorables aux entreprises, titraient « Les chefs d'entreprise exigent justice pour la juge Moreau ». Mais le moment le plus puissant est venu lorsque la juge Moreau a reçu un appel de sa fille de 16 ans, Manon. « Maman, j'ai vu les nouvelles. Tout le monde à l'école parle de ton courage. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Tu te bats pour nous tous, n'est-ce pas ?» La voix de la juge Moreau se brisa d'émotion. « Oui, ma chérie. Pour nous tous. » L'agente Leroy se tenait à la tête de la table, entourée de preuves qui allaient remodeler la responsabilité des entreprises en France. « Mesdames et messieurs, nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pour crimes en bande organisée contre 67 individus et 23 entreprises. Juge Moreau, êtes-vous prête à les faire tomber ?» La juge Moreau regarda la montagne de preuves, les visages de ses alliés, la preuve qui protégerait l'indépendance judiciaire pour des générations. « Agente Leroy, pendant 20 ans, j'ai servi la justice derrière mon banc. Aujourd'hui, je la sers depuis la barre des témoins. Mettons fin à cette conspiration une bonne fois pour toutes. » La révolution était sur le point de commencer. À exactement 12 heures, des agents de la police judiciaire dans 12 régions exécutèrent des mandats d'arrêt simultanés dans ce qui allait devenir la plus grande conspiration d'intimidation judiciaire de l'histoire française. Le parvis du palais de justice de Lyon devint l'épicentre d'un soulèvement spontané qui se propagea à travers le pays en quelques heures. Le PDG de Stratégie Pinacle Communication, Nicolas Leclerc, fut arrêté à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur dans une parfaite justice poétique. Alors qu'il approchait du comptoir première classe d'Air France pour son vol vers un pays sans extradition, l'agente spéciale Leroy émergea avec 15 agents. « Nicolas Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de violer les droits civiques et intimidation de magistrats fédéraux », annonça l'agente Leroy à voix haute pour les caméras. Leclerc se retourna en panique, sa mallette tombant alors que des documents s'éparpillaient. « C'est du harcèlement. J'ai un avion à prendre. Le seul endroit où vous allez, c'est la prison fédérale, répondit l'agente Leroy. Et l'ironie, c'est que vous êtes arrêté dans un aéroport pour avoir conspiré à faire arrêter la juge Moreau dans un aéroport. » Pendant ce temps, 12 000 personnes se rassemblèrent spontanément sur le parvis du palais de justice de Lyon. Des professionnels du droit, des militants des droits civiques et des citoyens ordinaires organisés via les réseaux sociaux créèrent la plus grande manifestation pour l'indépendance judiciaire depuis des décennies. Des magistrats fédéraux de 15 districts firent des apparitions publiques sans précédent. Des étudiants en droit de 47 universités portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La justice n'est pas à vendre ». Des observateurs juridiques internationaux de 12 pays documentèrent ce moment historique. À 13 heures, la juge Valérie Moreau monta sur le podium pour s'adresser à la nation. La diffusion en direct mondiale atteignit 4,7 millions de spectateurs dans 23 pays. Il y a 4 jours, j'ai été arrêté dans un aéroport pour avoir volé en étant noir et servi la justice en étant indépendante, commença la juge Moreau. Aujourd'hui, ceux qui ont conspiré pour attaquer notre démocratie font face à la justice eux-mêmes. La foule éclata en applaudissements soutenus durant 4 minutes. Cette victoire appartient à chaque personne qui a enregistré, qui a partagé, qui a parlé, qui a refusé d'accepter que la justice française puisse être achetée par des intérêts corporatifs. Le hashtag justice pour les juges devint la tendance numéro 1 dans le monde entier. Oprah Winfrey publia un message à ses 47 millions d'abonnés, « Le courage de la juge Moreau nous rappelle que la justice exige une vigilance constante.
Barack Obama tweeta à ses 132 millions d'abonnés, la juge Moreau incarne le meilleur du service public français. Un engagement inébranlable envers la justice. Le règlement de compte des entreprises fut rapide. Le cours d'Air France s'effondra de 23% en 4 heures alors que Boycott Air France atteignit 12 millions de participants. De grands cabinets d'avocats menacèrent de boycott d'entreprises. Les sociétés du CAC 40 réexaminèrent leurs contrats avec les compagnies aériennes. Des manifestations coordonnées éclatèrent dans tout le pays. 8000 manifestants se rassemblèrent au palais de justice de Paris. 6000 défilèrent à Marseille. 4000 se rassemblèrent à Lille. 15 000 marchèrent jusqu'à la Cour de cassation pour exiger l'indépendance judiciaire. L'impact international fut immédiat. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni déclara « L'indépendance de la magistrature fédérale française est cruciale pour la coopération internationale. » Ces allégations représentent une menace pour la confiance mondiale dans les institutions françaises. Les ministres de la Justice du G7 condamnèrent l'ingérence des entreprises dans l'indépendance judiciaire comme une violation des principes démocratiques fondamentaux. Alors que la juge Moreau concluait son discours, la foule scanda « Justice, justice, justice ». Le chant se propagea aux manifestations dans 12 villes, créant un chœur national exigeant des comptes. Le mouvement avait trouvé sa voie et son moment. Le monde des affaires français avait réveillé la détermination du peuple français à protéger la démocratie contre sa mise en vente. 10 jours après les arrestations, le palais du Luxembourg à Paris bourdonnait d'anticipation alors que les sénateurs se préparaient pour l'audition parlementaire la plus regardée depuis des décennies. L'enquête de la commission des lois du Sénat sur l'indépendance judiciaire serait diffusée en direct dans 47 pays avec une audience mondiale estimée à 23,7 millions de téléspectateurs. La présidente de la commission, la sénatrice Monique Dubois, ouvrit la session alors que les caméras capturaient chaque instant. La table des témoins racontait l'histoire de la démocratie française sous attaque. La juge Valérie Moreau était assise avec une dignité tranquille, flanquée de l'accusé coopérant Nicolas Leclerc, du directeur de la police judiciaire Jacques Dubois, et d'un PDG d'Air France, Nicolas Dubois, visiblement nerveux. Sénateur, membre du Parlement, chers compatriotes, commença la juge Moreau, sa voix portant le poids de 20 ans à la cour d'appel. Il y a 10 jours, j'ai été menotté dans un aéroport pour le crime de servir la justice de manière indépendante. Aujourd'hui, je témoigne non pas en tant que victime, mais en tant que magistrate fédérale qui a vu la démocratie française mise à l'épreuve et se révéler résiliente. La salle devint silencieuse alors qu'elle continuait. Les preuves montreront que 127 entreprises ont dépensé 47 millions d'euros pour intimider des magistrats fédéraux. Ils croyaient que la justice pouvait être achetée. Ils avaient tort. La sénatrice Dubois se tourna vers l'homme qui avait orchestré la conspiration. Monsieur Leclerc, veuillez parler à la commission de l'opération responsabilité judiciaire. Nicolas Leclerc, pâle et défait dans sa combinaison orange, se pencha vers le microphone. Sénatrice, Stratégie Pinacle Communication a été engagée par un consortium d'entreprises du CAC 40 pour intimider systématiquement les magistrats fédéraux dont les décisions affectaient les profits des entreprises. La juge Moreau a été ciblée parce que sa décision a coûté à nos clients 847 millions d'euros en règlement pour discrimination. Des halètements résonnèrent dans la salle alors que l'ampleur de la conspiration devenait claire. Êtes-vous en train de dire que des entreprises ont conspiré pour attaquer des magistrats fédéraux en exercice ? Demanda le sénateur Pierre Durand, membre de rang. Oui, monsieur. Nous avions un contrat de 3 ans d'une valeur de 47 millions d'euros pour modifier le comportement judiciaire par des campagnes de pression stratégique. Le véritable feu d'artifice commença lorsque la sénatrice Dubois confronta le PDG d'Air France, Nicolas Dubois. Monsieur Dubois, permettez-moi de lire un email que vous avez personnellement envoyé. Le problème Moreau nécessite une solution permanente. Autorisez une pression maximale. Avez-vous écrit cela ? Dubois, transpirant visiblement avec sa cravate desserrée, balbutia. Sénatrice, cet email a été sorti de son contexte. Monsieur Dubois, oui ou non ? Avez-vous personnellement autorisé le paiement pour faire humilier une magistrate fédérale ? La pause dura 30 secondes alors que 23,7 millions de téléspectateurs attendaient. L'entreprise a engagé des consultants pour. Répondez à la question, exigea le sénateur Durand, dégoûté. Avez-vous payé pour faire arrêter la juge Moreau ? La voix de Dubois se brisa complètement. Oui, nous avons payé pour ça.
La salle du Sénat explosa d'indignation choquée alors que Dubois se mit à pleurer en direct à la télévision. La juge Moreau se pencha en avant, son autorité judiciaire tranchant à travers le chaos. « Monsieur Dubois, vous ne vouliez pas que ma décision soit annulée. Vous vouliez que je sois détruite. La différence vous coûtera tout. » Le directeur de la police judiciaire Dubois présenta les preuves sur de grands écrans visibles par les caméras du monde entier. Organigramme de la conspiration d'entreprise. Diagramme des flux financiers de 47 millions d'euros. Photographie de 34 juges ciblés. Chronologie de 67 opérations d'intimidation réussies. Cette enquête a révélé la plus grande attaque contre l'indépendance judiciaire de l'histoire française, témoigna le directeur Dubois. Sans le courage de la juge Moreau, cette conspiration aurait continué indéfiniment. Les conséquences juridiques furent annoncées en temps réel. La procureure adjointe Chloé Dupont apparut en visioconférence. Des accusations criminelles ont été déposées contre 67 individus pour conspiration en vue de violer les droits civiques. 23 entreprises font face à des violations de crimes en bande organisée avec des peines maximales. Leclerc risque 15 ans de prison fédérale. Mercier et les conspirateurs de la PAF risquent 5 à 10 ans chacun. Alors que la juge Moreau se préparait pour sa déclaration finale, la salle devint complètement silencieuse. Les caméras internationales se concentrèrent sur sa présence composée et puissante. Sénateur, ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé. C'était un test. Un test pour savoir si la démocratie française permettrait à la justice elle-même d'être vendue au plus offrant. Sa voix s'éleva avec une passion contrôlée. Ils ont choisi la mauvaise juge à tester, et la France a choisi la bonne réponse. Une ovation debout commença avec la commission et se propagea à travers la galerie, durant 4 minutes et 23 secondes. Cette victoire appartient à l'agent Girard qui a choisi le courage plutôt que le confort. À Chloé Dupont et aux journalistes qui ont choisi la vérité plutôt que le silence. Aux milliers de Français qui ont enregistré, partagé et exigé la justice. Les derniers mots de la juge Moreau seraient cités pour des générations. Il y a 4 jours, j'ai été arrêté pour avoir volé en étant noir. Aujourd'hui, les responsables sont en détention fédérale. Demain, aucun juge ne subira ce que j'ai subi. C'est ainsi que la démocratie se défend. Le clip fut partagé 23 millions de fois dans la première heure. Les agences de presse internationales le diffusèrent dans le monde entier. Les facultés de droit assignèrent le discours comme lecture obligatoire. La justice française avait été mise à l'épreuve dans le creuset de la corruption d'entreprise et en était sortie plus forte que jamais. 6 mois plus tard, la juge Valérie Moreau entra dans sa salle d'audience fédérale avec une satisfaction qu'elle n'avait jamais ressentie en 20 ans de magistrature. Le même palais de justice où elle avait servi la justice accueillait maintenant le dernier chapitre de sa bataille historique. Mercier était assis en tenue de prisonnier orange, purgeant 8 ans en prison fédérale. Sa femme avait divorcé, pris les enfants et l'avait laissé sans rien. Ses codétenus connaissaient son histoire comme celle du flic qui avait arrêté une juge. Son humiliation quotidienne était complète. Le PDG d'Air France, Nicolas Dubois, reçut 12 ans de prison fédérale. L'action de la compagnie aérienne restait en baisse de 67%. Des contrôleurs fédéraux superviseraient les opérations pendant 5 ans. La réputation de l'entreprise était en ruine. Nicolas Leclerc s'était évanoui lorsque la juge Moreau l'avait condamné à 15 ans et avait ordonné la dissolution de Stratégie Pinacle Communication. Tous les actifs furent liquidés et distribués aux victimes d'intimidation judiciaire. La loi sur la protection de l'indépendance judiciaire fut adoptée à l'unanimité, établissant des peines minimales de 100 millions d'euros pour l'intimidation judiciaire par les entreprises. Des protections renforcées pour les lanceurs d'alerte encouragèrent les fonctionnaires à signaler la corruption. Des accords de coopération internationale créèrent des normes mondiales d'indépendance judiciaire. La famille de la juge Moreau avait survécu et prospéré. Manon et Léo retournèrent à l'école avec une confiance accrue. L'entreprise de construction de Nicolas prospéra avec des contrats axés sur l'éthique. La rue des Tilleuls était de nouveau paisible. L'impact culturel s'étendit au-delà des salles d'audience. L'affaire Moreau devint une étude obligatoire dans toutes les facultés de droit. Le documentaire Justice défendue remporta le César. Le livre pour enfants La journée de la juge Valérie devint un best-seller. Alors que la juge Moreau concluait son examen de l'affaire, la greffière Jessica Dubois s'approcha avec un nouveau dossier. Juge Moreau, la corporation de santé est accusée d'intimider des juges dans des affaires pharmaceutiques.
La juge Moreau sourit en attrapant son marteau. Programmez l'audience, Jessica, et assurez-vous que les médias sachent que l'indépendance judiciaire n'est plus à vendre en France. Son dernier message vidéo atteignit 23 millions de vues. Si vous avez subi une discrimination, documentez-la. Si vous êtes témoin d'une injustice, enregistrez-la. Si les entreprises menacent la démocratie, exposez-les. Une seule personne qui se lève peut tout changer. Les cas de harcèlement judiciaire fédéral avaient chuté de 89% depuis les réformes. La confiance du public dans les tribunaux fédéraux atteignit des sommets inégalés depuis 30 ans. La conformité des entreprises devint absolue sous l'application fédérale. La juge Moreau avait prouvé que la démocratie, lorsqu'elle est menacée, pouvait se défendre. Laissez un commentaire partageant vos propres expériences de discrimination. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice triomphant de la corruption. Cliquez sur la cloche car la semaine prochaine, nous exposerons la conspiration pharmaceutique que la juge Moreau combat.